Donc, sans plus tarder, je m'en vais vous faire lecture de la déclaration liminaire relative aux activités d'espionnage d'une ONG au Burkina Faso que mes services ont pu démanteler. Depuis 2015, notre pays fait face à la menace terroriste. Inscrivant la lutte contre le terrorisme comme pilier prioritaire dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement, le gouvernement, sous le leadership du camarade président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a engagé une lutte farouche contre le financement du terrorisme sous toutes ses formes en cette année 2025. À cet effet, l'un des contrats d'objectifs phares 2025 du ministère de la Sécurité est de tarir les sources de financement et d'approvisionnement des terroristes par tous les moyens. Ainsi, outre les activités de combat sur le théâtre des opérations et les actions du département de la sécurité, l'une des missions vise aussi et surtout à l'assèchement des sources de financement du terrorisme. En témoignent les multiples actions de lutte contre le ravitaillement des terroristes en carburant, les actions de lutte contre les fraudes et trafics divers, ou encore le démantèlement des réseaux d'équipement et d'approvisionnement des terroristes, notamment en matériel roulant de type Aloba. À ce titre, depuis un certain temps, nos services suivent de près les activités d'une ONG dénommée International NGO Safety Organization, en abrégé INSO. Grâce à une franche collaboration citoyenne, nos services sont parvenus à comprendre que cette organisation non gouvernementale constituait un réseau d'espionnage au Burkina Faso. En violation de la législation en vigueur dans notre pays, cette ONG se livrait à une collecte systématique de tout type d'informations en lien avec les activités sécuritaires, politiques et administratives du pays. Ainsi, les investigations ont révélé que INSO, avec l'aide de certains de nos compatriotes, parvenait à recenser soigneusement les itinéraires, les mouvements et la composition des convois militaires et de ravitaillement des villes censés tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale. Elle répertoriait systématiquement les moyens militaires déployés pour sécuriser un convoi donné en collectant les informations sur le nombre d'éléments, de véhicules, d'armes lourdes, de motos, etc. INSO passait son temps aussi à collecter des informations sur les zones d'opération, les positions des unités, ainsi que les interventions des forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie sur le terrain. Elle parvenait même à prendre avec précision les coordonnées GPS des lieux d'accrochage des FDS avec les terroristes et les positions des incidents aux EI. Par la suite, l'ONG dénombrait le nombre de victimes après une attaque ou une opération de sécurisation. Dans ces actions illicites, INSO parvenait à s'informer sur les mouvements des terroristes dans certaines localités et sur les actes ignobles que les populations subissaient, puis dénombrait et photographiait également les victimes après le passage des terroristes dans ces localités. Dans son élan d'espionnage, INSO récoltait dans les villes des informations comme les accidents de la circulation routière, les décisions ou les problèmes de fonctionnement des délégations spéciales et les activités des services de sécurité. Ne se limitant pas au Burkina Faso, INSO utilisait ces réseaux pour collecter, à partir de notre pays, les mêmes types d'informations sur le Mali. Ce comportement suspect de INSO soulève plusieurs questions, à savoir: pourquoi collecter systématiquement toutes les informations en lien avec le milieu sécuritaire? Que font-ils de ces informations? À qui envoient-ils ces informations? Où sont stockées toutes ces informations? Comment sont exploitées de telles informations?
Que deviennent ces informations après exploitation? Quel objectif réel cache une telle collecte? À qui sont destinées ces informations? Selon l'explication du directeur pays de INSO et son adjointe respectivement, un Français et une Française d'origine sénégalaise, ces informations collectées serviraient à renseigner d'une part des ONG humanitaires sur le territoire burkinabé, mais également à rédiger des rapports au profit de leurs partenaires financiers. Le directeur pays de INSO Burkina, le sieur Jean-Christophe Émile Pégon, a d'ailleurs bien reconnu lors de son interrogatoire avoir orienté son personnel à collecter des informations à caractère sensible, notamment sur les incidents sécuritaires suivis des coordonnées GPS, des lieux touchés, les positions et les déplacements des convois de ravitaillement en violation de leur convention d'établissement avec l'État burkinabé. Au sujet de l'usage final d'une telle collecte systématique d'informations sensibles, aucune réponse claire n'a été donnée par les services, car, disent-ils, c'est la feuille de route que l'ONG leur a donnée et qu'ils essaient d'accomplir au mieux. Ils prétendent ne pas savoir ce qui advienne de ces données qui sont centralisées dans une base de données à l'étranger. Comme expliqué plus haut, INSO, pour accomplir sa tâche, a recruté des nationaux aux différents profils comme des conseillers. Parmi ces agents figurent des anciens FDS. Leur rôle est de centraliser les données par zone et de les analyser en donnant à la fois une interprétation sécuritaire, mais également une interprétation politique. Un deuxième rideau d'agents terrain qualifiés est chargé d'organiser la collecte des informations sur le terrain. Enfin, ils ont mis en place un troisième rideau constitué de personnes qu'ils choisissent soigneusement en fonction de leur position stratégique ou de leurs activités, leur facilitant l'accès à l'information. Ces personnes vivent souvent dans les zones à fort défi sécuritaire, notamment dans les régions du Goulmou, de la Sirba, de la Tapoa, du Soum, du Liptako, des Kulsé, du Yadga, du Nakambe, des Bankui et du Sourou. Ce groupe qu'ils appellent des relais communautaires à qui ils versent régulièrement de l'argent sont pour l'essentiel soit des commerçants, soit des orpailleurs, mais aussi des enseignants et des infirmiers. Au regard de tels agissements graves et préoccupants, et afin de permettre aux services d'investigation de mieux comprendre les objectifs réels visés par cette ONG, une suspension de toutes ces activités a été prononcée à travers l'arrêté 2025 EE 0241/MATM du 31 juillet 2025 portant suspension de l'ONG étrangère dénommée International NGO Safety Organization. Malgré cette suspension, certains responsables de INSO ont continué à mener clandestinement ou de façon détournée des activités telles que des collectes d'informations et de réunions en présentiel ou en ligne. Fort de ce constat, 7 autres employés de la dite ONG ont été interpellés, dont la directrice adjointe, Madame Guissé Aminata Marianne, de nationalité franco-sénégalaise, Monsieur Mouzik Thomas, directeur des programmes de INSO, de nationalité tchèque, un Malien et 4 Burkinabés. Il faut noter que c'est bien Dame Guissé Aminata Marianne, directrice adjointe, qui continuait à tenir les réunions en ligne et d'organiser les collectes d'informations depuis son domicile situé au quartier Zone du Bois de la ville de Ouagadougou, au mépris de l'arrêté de suspension. Elle a également organisé le voyage de Sieur Mouzik Thomas de La Haye à Ouagadougou le 8 septembre 2025, alors même que les activités de l'ONG sont suspendues. Ce dernier est le directeur des programmes de INSO à son siège à La Haye et par ailleurs directeur général adjoint de l'ONG.
À ce stade des investigations, on peut affirmer clairement que INSO est une ONG étrangère dirigée par des étrangers qui collectaient et fournissaient des informations sécuritaires sensibles pouvant être préjudiciables à la sécurité nationale et aux intérêts du Burkina Faso à des puissances étrangères, et ce, en toute complicité avec certains Burkinabés. En termes de décisions prises, au regard de tout ce qui précède, toutes les personnes impliquées ayant fait l'objet d'interpellations seront présentées devant le procureur du Faso pour espionnage et trahison conformément aux dispositions de l'article 311.4 de la loi 025-2018 du 31 mai 2018 portant code pénal au Burkina Faso. L'appel à lancer au peuple. Je voudrais saluer l'engagement de tous ces Burkinabés des villes et des campagnes qui veillent au quotidien pour aider à démasquer toutes les entreprises machiavéliques et les projets funestes de l'impérialisme qui visent à ralentir la marche radieuse de la révolution progressiste populaire. J'en appelle au sens élevé de responsabilité des autres associations et ONG et les invite au respect strict de leurs engagements vis-à-vis de l'État. Si besoin en était, je rappelle à toutes ces organisations qu'elles ont l'obligation de respecter les textes en vigueur au Burkina Faso et que tout comportement tendant à espionner ou à mettre en difficulté les intérêts du Burkina Faso, de quelque manière que ce soit, à l'intérieur comme à l'extérieur, sera réprimé avec la dernière énergie conformément aux textes en vigueur. Enfin, j'invite tous les Burkinabés non seulement à se départir des comportements de complicité d'espionnage ou des faits de trahison, mais aussi à exprimer librement leur patriotisme et à rester vigilants et réactifs pour dénoncer auprès des autorités compétentes tout fait, comportement et ou activité suspect de toute personne physique ou morale, de sorte que les associations et les ONG qui veulent saboter les efforts d'un retour rapide à une paix durable dans notre pays. Parfois, j'ai le sentiment que l'histoire se répète, mais en se déguisant. Elle ne porte plus l'uniforme du soldat ni le drapeau du colon, non. Aujourd'hui, elle s'habille en humanitaire, en consultant, en partenaire du développement. Mais derrière les sourires et les mots doux, je reconnais toujours la même ombre, celle d'une main étrangère qui veut savoir, contrôler, orienter, posséder. Depuis que la France et ses alliés ont quitté le Sahel, j'écoute le vent du désert et j'y entends un murmure. Ils sont partis, mais sont-ils vraiment partis? Car quand l'armée s'en va, la diplomatie reste. Et quand la diplomatie recule, d'autres prennent la relève, les ONG, les fondations, les agences, les projets dits pour le bien du peuple. Et moi, citoyen africain, je regarde tout cela avec gratitude parfois, mais aussi avec une méfiance ancienne, gravée dans la mémoire de nos peuples. Je ne suis pas contre l'aide. Je ne suis pas contre la main tendue, quand elle est sincère. Mais j'ai appris à me méfier des mains qui donnent d'un côté et prennent de l'autre. J'ai appris à lire entre les lignes des discours humanitaires, à deviner les chiffres cachés derrière les budgets de coopération, à sentir la surveillance derrière la compassion. Dans le Sahel, la guerre n'a pas seulement été militaire. Elle a été narrative, politique, psychologique. Et aujourd'hui, alors que les peuples du Burkina Faso, du Mali, du Niger choisissent de se relever par eux-mêmes, je vois d'autres forces s'agiter dans l'ombre, incapables d'accepter leur défaite. Ces forces ne portent plus de fusils, mais des ordinateurs. Elles ne bombardent plus, elles observent, elles collectent, elles influencent. Elles veulent comprendre nos armées, nos dirigeants, nos richesses, nos failles. Elles veulent savoir comment renaît un peuple libre, pour mieux le contenir. Je ne dis pas que tout ONG ment. Beaucoup font un travail admirable, sauvent des vies, nourrissent des enfants, pansent des blessures que nos propres États laissent ouvertes. Mais je sais aussi que dans les coulisses de certaines organisations, la frontière entre aide et ingérence est devenue floue. Très floue. Car que vaut une aide qui sert d'abord à préserver une influence? Que vaut une solidarité qui cache un intérêt géopolitique?
Et que vaut un engagement humanitaire si, en secret, il nourrit la dépendance au lieu de l'autonomie? L'Afrique a été trop souvent le laboratoire des autres. On y a testé des modèles politiques, économiques, culturels, religieux. Et maintenant, on y teste des stratégies d'influence déguisées en coopération. On appelle cela partenariat, appui institutionnel, formation des cadres. Mais moi, je vois surtout une nouvelle manière d'espionner sans uniforme, d'observer sans base militaire, de gouverner sans trône. Au Burkina Faso, le peuple s'est levé avec un courage que beaucoup n'ont pas compris. Il a osé dire non à la tutelle, non à l'humiliation, non à la peur. Et pour cela, il dérange. Parce qu'un peuple africain qui se prend en main, c'est une idée dangereuse pour ceux qui vivent de sa soumission. Mais la liberté ne s'offre pas, elle se conquiert. Et cette conquête, elle n'est pas seulement politique ou militaire, elle est mentale, culturelle, spirituelle. Elle exige que nous apprenions à nous méfier, non par paranoïa, mais par lucidité. Car l'Afrique est entrée dans une nouvelle ère, celle de la guerre de l'information. Et dans cette guerre-là, les balles sont invisibles, mais les dégâts sont réels. Ce n'est plus la colonisation des terres, c'est celle des données. On veut savoir où sont nos mines, nos puits, nos routes, nos réserves. On veut comprendre nos réseaux, nos alliances, nos peurs, nos divisions. Et cette connaissance devient une arme. Celui qui sait contrôle. Celui qui observe domine. Alors oui, je m'inquiète. Quand je vois certaines ONG s'installer dans les zones sensibles du Sahel, je me demande, que viennent-elles vraiment chercher? De l'humanitaire ou de l'influence? Du secours ou du renseignement? Du soutien ou du contrôle? Je ne veux pas juger sans preuve, mais je refuse d'être naïf. Car l'Afrique a payé trop cher son innocence. Chaque fois que nous avons ouvert nos bras sans prudence, on nous a enchaînés. Chaque fois que nous avons tendu la main, on nous a pris le poignet. Et chaque fois que nous avons cru aux promesses, on nous a volé nos rêves. Aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali, le Niger cherchent leur voie, avec leurs erreurs et leur courage. Ils cherchent à se réinventer hors du regard paternaliste de l'Occident. Et cela, je le respecte. Parce que pour la première fois depuis longtemps, ces nations disent « Nous voulons marcher seuls, même si nous tombons ». Et moi, je préfère un peuple qui tombe debout à un peuple qui rampe dans le confort des aides empoisonnées. Les anciennes puissances n'acceptent pas facilement la perte du contrôle. Elles veulent garder un œil, une oreille, une main, pour influencer, orienter, corriger. Mais l'Afrique n'a plus besoin de tuteurs. Elle a besoin d'alliés, pas de maîtres. Elle a besoin de coopération, pas de tutelle. Elle a besoin de partenaires qui respectent ses choix, même quand ces choix dérangent Paris, Washington ou Bruxelles. Je rêve d'un continent où l'aide étrangère ne soit plus un piège, mais un vrai échange. Où l'humanitaire ne serve pas à espionner, mais à soigner. Où la bienveillance ne cache plus la domination. Et surtout, où l'Afrique apprenne à surveiller ceux qui prétendent la sauver. Nous devons bâtir nos propres mécanismes de contrôle, nos propres agences, nos propres ONG panafricaines. Nous devons protéger nos données, nos infrastructures, nos communications. Nous devons comprendre que la souveraineté, au XXIe siècle, ce n'est plus seulement défendre un territoire, c'est défendre une information. Je n'écris pas ces mots contre quelqu'un, mais pour quelque chose, la vigilance. La vigilance, c'est l'arme des peuples éveillés. C'est le refus du mensonge déguisé en aide. C'est la conscience tranquille de ceux qui n'ont plus peur d'être libres. Oui, l'Afrique doit rester ouverte au monde. Mais ouverte ne veut pas dire offerte. Et coopérer ne veut pas dire se soumettre. Quand je regarde le Sahel aujourd'hui, je vois des peuples fatigués, mais fiers. Des nations blessées, mais debout. Et dans leurs yeux, je lis la même promesse que dans les mots de Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Alors que ceux qui veulent encore manipuler, infiltrer, dominer comprennent ceci, le temps des masques est fini. Les peuples voient, comprennent, se souviennent. Et dans le cœur brûlant de l'Afrique libre, il n'y a plus de place pour la duplicité.